Le son du canon de 75 mm, au début du XXe siècle, était le son de la gloire française. L'artillerie était la reine des batailles, son efficacité et sa précision ayant sauvé la France en 1918. Mais en 1939, ce même son est devenu un cri d'agonie. La doctrine militaire, figée dans la boue des tranchées, considérait l'artillerie comme un instrument de masse, destiné à rester fixe, à attendre l'ennemi. Les canons étaient exposés, lents et terriblement vulnérables. C'est là qu'intervient le commandant Étienne d'Aubigny, un jeune officier, un ingénieur de l'école polytechnique, qui ne croyait pas à la guerre statique. Il voyait l'avenir dans la vitesse, dans la surprise et dans l'invisibilité. Il proposait une hérésie, démonter les canons de leurs affûts lourds, les souder sur des châssis rapides, les cacher, les déguiser en véhicules civils. Il proposait la guérilla de l'artillerie. Il proposait de transformer le son tonitruant du canon en un coup de poignard silencieux, impossible à localiser. Son idée, un projet qu'il appelait la batterie fantôme, fut accueilli par le rire et le mépris de ses supérieurs. L'immobilisme était une vertu, la mobilité était une folie. D'Aubigny fut mis au rebut, son rapport jeté à la poubelle. Mais quand l'acier allemand est entré dans la danse, d'Aubigny a su que l'heure de sa revanche avait sonné. L'artillerie française n'allait pas mourir en silence. Elle allait devenir une menace invisible, le seul espoir de ralentir l'irrésistible Blitzkrieg. Avant de plonger dans l'histoire de ces améliorations choquantes, soutenez notre chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche. Laissez un like sur cette vidéo pour nous encourager. Et dites-nous, de quel pays et de quelle ville vous nous regardez? Le bureau de la direction d'artillerie de l'armée française, en 1939, n'était pas un lieu propice à l'innovation. C'était un mausolée. Le marbre poli, les portraits d'officiers barbus vainqueurs de Verdun, et surtout, au centre de la pièce, une maquette magnifique du fameux canon de 75 mm modèle 1897. Cette pièce d'artillerie, la plus célèbre du monde, était la gloire, la fierté, la doctrine même de l'armée. Elle était immobile, elle était parfaite, elle était par conséquent obsolète. C'est dans ce temple de la tradition que le commandant Étienne d'Aubigny, un homme d'une trentaine d'années, aux yeux brillants d'une ferveur mathématique, a présenté son hérésie. D'Aubigny n'était pas un homme d'action. Il était un homme de logique. Il avait passé les années de la drôle de guerre à étudier les rapports sur la Blitzkrieg espagnole et polonaise, comprenant que la prochaine guerre serait une question de vitesse, de pénétration blindée et de domination aérienne. Il voyait l'artillerie française, la reine des batailles, non pas comme une reine, mais comme une cible grosse, lente, immobile, attendant patiemment d'être repérée par l'aviation ennemie, puis détruite par un tir de contre-batterie allemand d'une précision diabolique. Devant lui, un comité de 3 généraux, tous arborant la croix de guerre et la Légion d'honneur, le fixait avec un mélange de curiosité et d'ennui. « Messieurs, » commença d'Aubigny, sa voix claire résonnant dans le silence froid, « notre 75 est un chef-d'œuvre de précision, mais son affût à roues et son cercueil. Notre doctrine exige des batteries massives, alignées, pour un tir de barrage. Cette concentration est une cible parfaite pour l'aviation ennemie. Nous n'aurons pas de temps à ajuster le tir. Nous serons détruits avant. » Il a poussé de l'avant ses propres schémas. Le contraste avec les portraits sur les murs était violent. Il ne montrait pas de canons. Il montrait des camions. « Ma proposition est le projet Chimère », a-t-il déclaré, utilisant le nom qu'il avait donné à son idée folle. Nous devons abandonner l'affût remorqué. Nous devons démonter le canon de 75, le 505, le 155 et les souder sur des châssis rapides. Des camions légers, des semi-chenillés, des châssis de chars vieillissants. Nous devons créer l'artillerie automotrice. Un canon doit tirer et disparaître, tirer et décamper. Shoot and scoot, comme disent nos alliés britanniques. Un murmure d'indignation a parcouru la salle. Le général de Maistre, un homme dont l'autorité était absolue, s'est éclairci la gorge. « Commandant d'Aubigny, nous avons le 75. Il est rapide, il est précis. Nous avons la puissance. Pourquoi devrions-nous transformer nos canons, la gloire de la France, en une fantaisie de mécanicien? Transformer un canon en un véhicule civil, c'est l'ABC. » D'Aubigny a ignoré l'insulte. Il a présenté sa seconde hérésie, l'invisibilité. « Mon général, nous devons décupler le travail de camouflage, non seulement pour les hommes et les munitions, mais pour le canon lui-même.
Notre artillerie est visible depuis l'air à 5000 mètres. Je propose des toiles de camouflage qui utilisent des matériaux non traditionnels pour briser le profil. Des filets qui imitent le feuillage de manière évolutive. Et surtout, nous devons déguiser le canon. Déguiser nos pièces automotrices en camions de livraison, en remorques de foin. L'ennemi ne tirera pas sur un convoi civil. Nous deviendrons une menace invisible. Le général de Maistre s'est levé, ses yeux lançaient des éclairs. La menace invisible, c'est de la guérilla, commandant. Nous sommes l'armée française. Nous ne nous déguisons pas en paysans. Notre artillerie est une force de frappe, de la puissance pure. Si nous masquons nos canons, nous sacrifions leur efficacité. L'artillerie automotrice, c'est un gadget. C'est du gaspillage d'acier précieux qui devrait aller aux blindés de première ligne. Vous voulez prendre nos plus belles pièces de 75 et les transformer en des voitures de sport camouflées? C'est une insulte à l'esprit du corps. C'est trahir la gloire du canon de 75. Le rejet fut brutal, catégorique. Le comité a unanimement refusé de financer le projet Chimère. Daubigny, l'homme qui avait vu l'avenir de la guerre, fut non seulement rejeté, mais il fut mis en détention administrative pour idées subversives et manque de foi dans la doctrine de combat. Il a été renvoyé à un poste de bureau dans une zone sans importance. Son projet, classé sans suite. Daubigny est sorti du ministère de la guerre, son cœur rempli d'une tristesse prophétique. Il savait que le jour où l'acier allemand franchirait la frontière, la seule chose que verraient les pilotes de la Luftwaffe, ce ne seraient pas les canons, mais les flammes qui les consumaient, la preuve de l'aveuglement de ses supérieurs. La France avait le temps de créer la menace invisible, mais elle avait choisi l'immobilité. Mai 1940. Le monde a basculé. La drôle de guerre a explosé en une réalité que le général de Maistre n'aurait jamais pu concevoir. J'étais assis à mon bureau, à l'arrière, dans une zone supposée calme, et je recevais les télégrammes. Ces papiers n'étaient pas des rapports, c'étaient des cris. La ligne s'était brisée à Sedan. Les panzers allemands, ces colonnes de vitesse et d'acier, n'attendaient pas la lente manœuvre française. Ils contournaient, pénétraient, et surtout, ils étaient soutenus par la Luftwaffe. Les pilotes de reconnaissance allemands avaient facilement repéré nos positions. Les batteries alignées, massives, la fierté de l'armée, étaient anéanties par les Stuka avant même d'avoir pu tirer un barrage complet. Chaque rapport de perte était une flèche empoisonnée. Les artilleurs mourraient à leur poste, non pas par manque de courage, mais par immobilité. Ils étaient les victimes de la doctrine. J'ai lu le rapport sur la 44e division d'artillerie, près de Givet. Toute la division rayée de la carte. Les canons de 75, cette gloire de la France, gisaient, leur bouche pointée vers le ciel dans une supplique silencieuse, détruits par les tirs de contre-batterie qui avaient suivi le premier coup. J'ai senti la rage monter, une rage froide, une rage d'ingénieur. Mon projet Chimère, ma batterie fantôme, aurait sauvé ces hommes. Mon idée de shoot and scoot, de dispersion, d'invisibilité, était la seule réponse. Mais l'armée avait préféré la mort ordonnée à la solution folle. J'ai pris ma décision. Mon serment était à la France, pas au général de Maistre. J'ai déchiré mon ordre de mission, qui me confinait à une tâche administrative. J'ai pris ma petite voiture de service, un vieux Peugeot fatigué, et j'ai roulé vers le désastre. Je roulais à contresens de l'exode, à contresens de l'armée en pleine déroute. J'ai vu l'humiliation. Les routes étaient jonchées d'équipements abandonnés, de munitions et de cadavres de chevaux. J'ai vu la preuve physique de mon rejet. Des canons de 75 et de 105, abandonnés sur leurs affûts lourds, trop lents pour la fuite, trop exposés pour le combat. Des merveilles de précision, laissées à la rouille par une doctrine obsolète. Mon objectif, récupérer ce qui pouvait l'être et construire ma chimère sans autorisation. Mon projet n'était pas seulement une rébellion, c'était un acte de salvage. Il me fallait des hommes. J'ai trouvé mon premier allié dans un atelier de réparation improvisé près de Reims, le sergent Marcel Perrin, un mécanicien, un fou, lui aussi, qui avait été mis au rebut pour avoir trop souvent improvisé les pièces de rechange au lieu d'attendre les livraisons. Marcel était couvert de cambouis, ses yeux brûlants de la même rage mécanique que moi. « On nous a refusé l'acier, mon commandant », m'a-t-il dit. « On va le fabriquer nous-mêmes. » Mon titre de commandant ne signifiait plus rien, mais mon idée, oui. Ensemble, nous avons commencé à piller. Nous avons fait des raids sur les cimetières d'acier que l'armée avait laissés derrière elle.
Il nous fallait 3 choses. Des canons, le 75 était facile à trouver, abandonné sur les routes, des véhicules, la partie la plus difficile, et du matériel de camouflage que le ministère avait en stock, mais jamais distribué. La menace invisible. Nous avons trouvé un semi-chenillé Lafley S15, endommagé mais réparable, et un châssis de camion civil Berliet, plus léger et plus rapide. C'était la naissance de la batterie fantôme. Nous avons passé une semaine, dormant sous les camions, le bruit du moteur allemand se rapprochant chaque nuit. Marcel, le mécanicien, a démonté les moteurs avec une rapidité incroyable. Moi, l'ingénieur, j'ai calculé les centres de gravité et les points de soudure nécessaires. Nous avons récupéré des plaques de blindage sur un char Hotchkiss détruit pour créer les casemates minimales autour des servants. Le travail était illégal, non réglementaire et incroyablement dangereux. J'ai utilisé mon chalumeau pour découper les affûts, transformant le canon de 75, cette pièce d'artillerie sacrée, en un monstre hybride, soudé directement sur le châssis d'un camion Berliet. Le résultat était laid, grossier, mais rapide. Il était mobile. Il était la preuve que la France n'avait pas perdu son génie. Le premier véhicule fut un semi-chenillé Lafley S15 équipé d'un canon de 75. Nous l'avons baptisé le Chimère Print. Il pouvait tirer ses 3 obus et décamper en moins de 2 minutes. Le Berliet, encore plus léger, reçut un canon de 47 mm anti-char trouvé dans un fossé. Nous l'avons appelé le fugitif. Mon idée n'était plus un plan sur papier. Elle était là, vivante, construite à partir des ruines du rejet et du mépris. Nous étions 3 hommes, 2 canons automoteurs et une conviction. Nous allions faire la guerre comme elle aurait dû être faite. L'armée nous avait rejetés. Maintenant, nous allions devenir son cauchemar. La construction des 2 pièces automotrices, le Chimère Print et le fugitif, n'était que la moitié de la bataille. L'autre moitié était l'invisibilité. Le général de Maistre avait ri de ma proposition de déguisement. La menace invisible était, pour lui, une insulte à l'honneur. Pour moi, c'était la survie. Nous avions des canons, mais sans la ruse, ils seraient détruits en 10 minutes par le premier Stuka. Nous avons mis de côté nos outils de soudure pour prendre des outils de paysans. Des branches, des filets de pêche volés dans un entrepôt abandonné, des sacs de jute et la boue. La boue française était notre meilleur allié. Le Berliet, qui portait le canon anti-char de 47 mm, le fugitif, fut transformé. Nous avons construit une structure légère en bois autour de son châssis, le recouvrant de toiles de jute et de filets. Vu de loin, vu de l'air, il ressemblait à un camion de livraison agricole délabré, chargé de foin ou de pommes de terre. Le canon était masqué par une bâche, dont nous pouvions tirer les coins en 2 secondes pour le mettre en batterie. Le Chimère 1, sur le châssis plus lourd du semi-chenillé Lafley S15, était plus difficile à masquer, mais sa mobilité était supérieure. Nous l'avons recouvert de branches d'arbres entières, insérées dans des supports que nous avions soudés le long de la coque. Son profil était brisé, ses lignes droites masquées. Vue du ciel, la pièce ressemblait à une masse informe de broussailles, un tas de bois mort laissé par les combats. Le camouflage, pour l'armée, était une toile de jute uniforme. Pour nous, c'était un art. Nous changions la couleur de la boue tous les jours pour qu'elle corresponde à la terre locale. Nous avons récupéré des poubelles et des bidons d'essence abandonnés pour cacher les bouches de nos canons pendant les mouvements. Le commandant d'Aubigny, l'ingénieur, était devenu un artiste du trompe-l'œil. Puis vint la doctrine. La batterie fantôme n'avait pas le droit de se battre. Elle avait le droit de frapper. J'ai réuni ma petite équipe, Marcel, moi-même et 2 autres artilleurs, eux aussi des rejetés pour avoir critiqué le manque de mobilité des généraux. « Écoutez-moi bien », leur ai-je dit, pointant une carte tachée d'huile. « Notre mission n'est pas de tenir une ligne. Notre mission est de semer le chaos. Nous entrons, nous tirons un maximum de 3 obus, pas un de plus, et nous décampons immédiatement. La précision de nos tirs est essentielle. Le silence qui suit est notre survie. L'ennemi appellera son aviation. Son artillerie de contre-batterie visera notre position, mais il ne trouvera qu'un trou vide. Le shoot and scoot, la tactique que le général de Maistre avait ridiculisée, était notre unique loi. La cible fut choisie avec une précision chirurgicale. Une colonne de reconnaissance allemande blindée, composée principalement de PZK PFW3 et de voitures blindées, était en train de contourner une zone de résistance française. Ils avançaient rapidement vers un pont stratégique,
un point de passage étroit qui permettrait aux Panzers de traverser une rivière et d'encercler nos troupes. Leur arrogance était leur faille. Ils roulaient trop vite, sans méfiance, certains d'avoir déjà dépassé toute résistance sérieuse. Nous avons positionné le fugitif, le 47 mm, à 400 mètres du pont, déguisé en wagon de foin. Sa silhouette était basse. J'ai pris les commandes du Chimère I, le 75 mm, que j'ai caché dans une petite forêt à 800 mètres de là, sur une ligne de tir en soutien. Nous étions prêts. Nous avons attendu. L'attente était une torture, la peur me glaçant le sang. J'ai entendu le roulement des chenilles allemandes, le son sec et précis de la machine nazie. Ils sont apparus. Un convoi impeccable. L'officier de tête, debout dans la tourelle de son Panzer III, fumait calmement. Il ne regardait pas la forêt. Il regardait le ciel, la seule menace qu'il reconnaissait. C'est Marcel, aux commandes du fugitif, qui a ouvert le feu. La bâche de foin a été brusquement écartée. Le petit canon de 47 mm a craché ses obus, des projectiles perforants. Boum, boum, boum. 3 coups en moins de 20 secondes, tirés à bout portant sur les côtés et l'arrière du Panzer III de tête. Le char a explosé dans un nuage de flammes et de fumée noire. Un deuxième coup a frappé la voiture blindée de liaison. La colonne s'est arrêtée, stupéfaite. C'était le moment du chaos. Immédiatement, Daubigny a donné l'ordre. Feu Chimère. 2 coups. Objectif le pont. Mon 75 mm m'a répondu, frappant la colonne au milieu, puis sur la queue. Le pont a été bloqué par 2 véhicules en feu. C'était la dévastation. Une colonne blindée d'élite, arrêtée par l'artillerie qui n'existait pas. « Décampez! Décampez! Tout le monde en arrière !» J'ai hurlé l'ordre. Le Chimère I, bien que lourd, a démarré en trombe, utilisant sa chenille pour déchirer le camouflage et s'enfoncer dans les bois. Le fugitif de Marcel, déguisé en paysan, a traversé un champ à toute vitesse, le canon pointé en arrière. L'ennemi a répondu. Les tirs de mitrailleuses ont fusé vers les positions d'où nous avions tiré. Les soldats allemands, en panique, cherchaient une ligne de front fixe. Ils ne trouvaient rien. Puis, le bruit redoutable est arrivé. Le sifflement de l'artillerie allemande de contre-batterie, alerté par les éclairs de nos tirs. Les obus allemands ont labouré les positions que nous venions de quitter. Ils ont tiré sur l'air, sur les arbres, sur le sol vide. Le général de Maistre, avec sa doctrine de l'immobilité, aurait perdu toute sa batterie. Moi, le fou, j'avais perdu un peu de boue et de branches. L'artillerie française était devenue une menace invisible. Les jours qui ont suivi la première embuscade se sont confondus en une unique, longue et exténuante course contre la mort. La batterie fantôme n'était plus un projet. C'était une légende naissante, un murmure de terreur qui courait à travers les lignes allemandes. Notre action avait stoppé net l'élan de la colonne blindée, forçant le commandement ennemi à revoir ses cartes et, plus important, à gaspiller des ressources. Les rapports allemands parlaient d'une nouvelle artillerie d'assaut mobile, d'un canon mystérieux qui tirait avec une précision chirurgicale et disparaissait sans laisser de traces. Mais ils ne parlaient pas de boue, de soudure et de camions de foin. Mon équipe, Marcel, le mécanicien de génie, et mes 2 artilleurs volontaires, étaient à la limite de l'épuisement. Nous ne dormions que par tranches de 2 heures, cachés sous nos filets de camouflage. Le plus grand défi n'était pas la Luftwaffe, mais l'acier français fatigué. Le fugitif, le Berliet et le Chimère Point, le Lafly, étaient des épaves glorifiées. Chaque tir mettait à rude épreuve leur châssis improvisé. Marcel accomplissait des miracles. Il utilisait du fil de fer barbelé pour réparer les systèmes de refroidissement, des pièces de moteur d'avion pour remplacer des engrenages de camions. Il était le cœur battant de la Chimère. Sans lui, le projet s'écroulait. Nous avons mené 3 autres embuscades. Notre objectif n'était plus de détruire, c'était de freiner. Nous frappions les convois de ravitaillement, les officiers de liaison, les postes de commandement. Le plus grand succès fut contre une patrouille de reconnaissance aérienne allemande. Nous avons utilisé le 47 mm du fugitif pour un tir tendu, un tir d'une folie pure, sur l'avion qui volait bas. Le tir fut si précis qu'il détruisit le moteur. Le message pour l'ennemi était clair. L'artillerie française n'était plus une cible. Elle était devenue un prédateur. La Luftwaffe, exaspérée de voir ses avions d'observation se faire abattre par une source inconnue, a commencé à chercher. Ils ont cessé de faire confiance à leur propre reconnaissance.
Ils ont commencé à attaquer chaque camion de foin suspect, chaque bosquet de buissons, semant la terreur, mais gaspillant des munitions et du temps. La menace invisible était devenue une arme psychologique massive. Mais le général von Kessel, le commandant du secteur allemand, n'était pas le général de Mestre. Il était méthodique. Il a compris que la vitesse était la clé de notre succès. Il a cessé d'envoyer des convois. Il a envoyé des équipes de traqueurs d'artillerie, des unités d'infanterie motorisées avec pour seule mission de localiser les positions de tir après le premier coup, et des chars rapides. La chasse a commencé. Nous étions les proies. L'usure nous rongeait. Le moteur du Chimère Point crachait de l'huile. La caisse du fugitif était déchirée par les tirs de riposte de l'infanterie. La fin de notre campagne est arrivée dans un petit hameau abandonné. Von Kessel avait dressé un piège. Il a envoyé un seul Panzer IV, lent, comme à pas, escorté de loin par des canons anti-chars dissimulés. La tentation était trop forte. Nous étions à court de munitions. Nous devions nous ravitailler. Et le Panzer était le symbole même de notre haine. Nous nous sommes positionnés. Le fugitif en avant, prêt à la couverture. Le Chimère Point, avec son 70-15 mm, prêt à la frappe. Nous avons tiré. Boum! Le Panzer IV a été touché, mais pas détruit. Il a réussi à riposter. Et c'est là que l'ennemi a révélé sa stratégie. Le Panzer ne s'est pas arrêté. Il a continué d'avancer, et les canons anti-chars cachés dans les bois ont ouvert le feu sur nos positions. Ils avaient anticipé notre shoot and scoot. Ils avaient mis l'artillerie en position pour la riposte immédiate. « Fuite! Fuite !» J'ai hurlé. Mais c'était trop tard. Le fugitif, plus léger, a été touché en plein moteur par un obus de 50 mm. L'explosion a soufflé la cabine. Marcel, qui était aux commandes, a été projeté en arrière. Il était en vie, mais grièvement blessé. Le fugitif, le camion canon, était en flammes. L'acier de la Chimère, par contre, a tenu bon. « Marcel, tu es blessé ?» J'ai crié. « Ça ira, commandant, le canon. Sauvez le canon. » Il était le mécanicien jusqu'à la fin. Nous ne pouvions pas prendre les canons, ils étaient soudés au châssis. Mais nous devions sauver l'idée. La clé de notre folie. Nous avons récupéré les culasses des deux canons, les mécanismes complexes qui permettaient la mise à feu. Sans elles, les canons n'étaient que des tubes de ferraille. Nous avons laissé le fugitif brûler. L'armée allemande nous avait vaincus par l'usure, par la supériorité numérique. Mais nous avions sauvé le secret de l'invention. Nous avons rejoint les bois, moi, le commandant d'Aubigny, l'ingénieur, et Marcel, le mécanicien, traînant nos corps épuisés et les culasses de nos canons. L'armée allemande n'avait pas vaincu le concept de la menace invisible. Elle avait juste mis fin à sa première batterie. Et maintenant, nous devions nous rendre en Angleterre. Nous devions livrer l'idée, la preuve. Nous devions enseigner au monde à faire la guerre comme elle aurait dû être faite. La fuite fut un supplice. Nous avons marché pendant des nuits, Marcel et moi, blessés, épuisés, sans nourriture, traînant le poids symbolique des culasses de nos canons. Ces blocs d'acier, les mécanismes de mise à feu, n'étaient pas seulement des pièces de rechange, ils étaient la preuve de notre mutinerie, la preuve de la justesse de notre idée. Nous avons finalement atteint la côte bretonne, là où les filets de la résistance étaient encore actifs. Notre histoire, le récit de la batterie fantôme qui avait ralenti un corps blindé allemand, avait précédé notre arrivée. Nous n'étions plus des mutins, nous étions des légendes. Une nuit sans lune, un chalutier de pêche nous a emmenés à travers la Manche. L'arrivée en Angleterre fut l'exact opposé de l'accueil glacial que j'avais connu en 1940. Nous fûmes immédiatement conduits à Londres. J'étais sale, mes vêtements déchirés, le visage barbouillé de suie. J'ai été introduit dans un bureau du War Office, face à un major britannique, un ingénieur du génie, au regard pragmatique. Je n'ai pas raconté l'histoire. J'ai posé les deux culasses de canon, lourdes et sales, sur sa table en bois poli. Elles contrastaient horriblement avec le vernis. « Ceci, major, ai-je dit, ma voix rauque, c'est la preuve que votre artillerie de 25 livres ne survivra pas à l'invasion du continent. Le tir est trop lent, la position trop fixe. Voici la solution. » J'ai déroulé mes croquis, faits à la hâte, décrivant la campagne. La vitesse du fugitif, le Berlier, l'échec de la contre-batterie allemande, la confusion de la Luftwaffe. J'ai présenté les restes d'obus et de blindage que j'avais apportés. L'officier britannique n'a pas ri. Il a compris immédiatement. L'armée britannique, elle aussi, se débattait avec le problème de l'artillerie automotrice.
L'ingénieur en lui a vu la beauté de la solution du poussé-fuit. Daubigny et Marcel ne furent pas traduits en cour martiale. Ils furent installés à Aldershot, au cœur des bureaux d'études et de recherche. Mon projet chimère fut exhumé et rebaptisé Mobile French Concept. Mon idée, l'idée rejetée par l'arrogance française, devint la priorité absolue de la planification alliée. L'impact fut immédiat et monumental. L'idée de souder des canons sur des châssis rapides ne resta pas un projet théorique. Les Alliés en firent une doctrine. Mes travaux sur la mobilité influencèrent directement le développement de l'artillerie automotrice américaine, le M7 Priest, et britannique, le Sexton. Mon concept d'artillerie furtive, de batterie fantôme, fut intégré dans les tactiques de l'invasion imminente de l'Europe. La leçon que j'avais apprise dans le sang des plaines françaises, la nécessité de la vitesse et de l'invisibilité, fut la clé du succès des débarquements futurs. Le feu d'artillerie allié, lors du jour J, fut dispersé, mobile, et sa localisation fut un cauchemar pour les Allemands. L'artillerie française, cette reine immobile de 1918, devint, grâce à moi, une menace invisible. J'ai été offert la nationalité britannique, une place de commandant au sein du corps royal d'artillerie et une médaille. J'ai refusé les honneurs. J'ai refusé la promotion. Je ne suis pas un soldat-major, ai-je dit. Je suis un mécanicien. Je préfère le travail du canon au bruit de la parade. Marcel, mon fidèle sergent, est devenu mon chef d'atelier. Nous sommes restés des civils, les hommes de l'ombre qui réparaient les erreurs de la doctrine. J'ai continué à travailler pour la cause, perfectionnant les systèmes de camouflage et de dispersion. Je suis rentré à Paris après la Libération. Le général de Maistre avait été mis à l'écart. Les portraits sur les murs du ministère avaient changé. Je suis retourné à mon ancien poste, non pas en triomphateur, mais en homme qui a fait son devoir. Mon projet chimère n'était plus un secret. Il était une réalité sur tous les fronts. L'artillerie française était redevenue efficace, non par sa masse, mais par son intelligence. La victoire finale n'appartenait pas à la tradition. Elle appartenait à la folie du mécanicien qui a osé transformer des camions de foin en canons d'assaut. La véritable gloire du 75, je le savais, n'était pas dans sa beauté immobile, mais dans la vitesse et l'invisibilité que j'avais été le seul à lui donner. Le retour à Paris fut une amertume déguisée en triomphe. J'ai retrouvé mon ancien laboratoire dans le Marais, un bâtiment sombre et poussiéreux qui sentait encore l'humidité de l'occupation et le désespoir. L'État français, contraint par la honte et la pression des Alliés, qui utilisaient désormais mes concepts, m'avait fourni les fonds pour le reconstruire. Mais l'esprit de l'armée n'avait pas changé. Les généraux de l'après-guerre, ceux qui n'avaient pas été destitués, étaient des hommes qui ne cherchaient qu'à restaurer l'ordre perdu. Ils voulaient oublier l'humiliation de 1940, et avec elle, la folie qui avait sauvé l'honneur de l'artillerie. J'étais l'homme qu'il fallait honorer en public, mais qu'il fallait ignorer en privé. Marcel, mon fidèle sergent, qui n'était plus sergent mais chef d'atelier, était mon seul allié. Ensemble, nous avons reconstruit la chimère, sur papier et en métal. Le M7 Priest et le Sexton britannico-américain, nés de mes croquis, étaient les rois de l'artillerie automotrice en Europe. Mais pour moi, ils étaient déjà dépassés. Leur profil était trop haut, leur blindage insuffisant. Et surtout, ils étaient conçus pour une guerre de mouvement sur des routes ouvertes. La prochaine guerre, je le savais, serait une guerre d'infiltration, une guerre de forêt et de brouillard, avec une nouvelle menace, le missile. Mon obsession est devenue la furtivité acoustique et thermique. Il ne suffisait plus d'être invisible à l'œil. Il fallait devenir invisible aux nouveaux radars et aux capteurs de chaleur que les Américains et les Soviétiques développaient en secret. Les canons automoteurs classiques, avec leurs moteurs bruyants et leurs émissions thermiques massives, brillaient comme des phares pour la nouvelle technologie. J'ai donc proposé un projet Phénix, la résurrection de la batterie fantôme, avec des améliorations choquantes qui redéfiniraient l'artillerie. Je suis retourné au ministère de la Guerre. Le nouveau comité de modernisation, composé d'hommes jeunes et rigides, m'a écouté, ou plutôt, a prétendu m'écouter. Commandant Dubois, a dit le colonel Lefebvre, la trentaine, portant un uniforme flambant neuf. L'armée française standardise ses équipements sur les normes OTAN. Le M7 Priest est excellent. Pourquoi devrions-nous investir dans un système de guérilla non conforme, utilisant des moteurs diesel civils
et dont le blindage est si minimal, nous avons besoin de protection. Colonel, ai-je répondu, ma voix, toujours passionnée, ne fléchissait pas. Vous avez besoin de survie. La protection est une illusion face à l'artillerie lourde. Seule l'invisibilité est une garantie. Mon projet Phénix propose un système de refroidissement passif des moteurs, utilisant des échangeurs thermiques souterrains et une isolation en matériaux composites non métalliques pour réduire la signature infrarouge à néant. Notre canon sera invisible pour les nouveaux capteurs thermiques. De plus, nous devons intégrer des hydrophones dans le châssis, dérivés de l'écoute sous-marine, pour entendre le mouvement des chenilles ennemies avant qu'ils ne nous entendent. Nous ne devons pas simplement tirer et fuir. Nous devons écouter, tirer et disparaître. Le colonel Lefebvre a ri, le même rire arrogant que le général de Maistre. Écoutez les chenilles, avec des hydrophones. Commandant, vous êtes dans un champ, pas dans un océan. Vous mélangez les disciplines. L'artillerie est affaire de poudre et de distance, pas d'écoute et de silence. Votre chimère a été une solution pour un désastre. Nous ne sommes plus en 1940, nous avons la doctrine. La vieille arrogance, elle était de retour, plus forte et plus polie que jamais. Le colonel a rejeté ma proposition. Le projet Phénix fut jugé trop marginal, non militaire et non industrialisable. J'ai quitté le ministère, cette fois sans colère, mais avec une résolution d'acier. Il m'avait donné un laboratoire et l'argent de l'ennemi. Il m'avait donné la liberté de travailler. Je n'avais pas besoin de leur permission. J'avais besoin de Michel, mon mécanicien de l'ombre, et de la ferraille de l'après-guerre. Marcel et moi avons commencé à construire le Phénix en secret, utilisant les fonds alloués à des projets de recherche avancés sur la résonance du sol. J'ai acheté des moteurs diesel silencieux de péniche, des matériaux isolants pour réfrigérateurs industriels, et j'ai commencé à expérimenter les premières fibres de verre. La guerre froide s'annonçait, et avec elle, la menace d'une nouvelle blitzkrieg soviétique, plus rapide, plus massive. Mon Phénix devait être prêt. L'armée allait refuser la solution jusqu'au dernier moment, comme toujours. Mais cette fois, j'allais lui imposer ma folie. Le hangar n'était pas un lieu de travail, c'était un monastère de la mécanique. Marcel et moi avions déménagé nos opérations dans un vieux dépôt de tramway désaffecté, près de Saint-Denis. L'argent alloué à la recherche sur la résonance du sol servait à acheter des moteurs de péniche d'occasion, des isolants thermiques pour les chambres froides et des matériaux composites légers et non métalliques. Nous construisions le Phénix, la résurrection de la chimère, mais pour la guerre froide. Cette fois, l'invisibilité ne serait pas une astuce de camouflage, mais une loi de la physique appliquée. Le problème principal était le bruit et la chaleur. Un canon automoteur classique, comme le M7 Priest américain, était un phare pour les capteurs ennemis. Le moteur diesel hurlait, et ses gaz d'échappement créaient une signature thermique massive, visible à des kilomètres par les nouveaux systèmes infrarouges, IA. J'ai commencé par le moteur. Nous avons installé un moteur diesel lent, 6 cylindres, conçu pour le dragage portuaire. Il était intrinsèquement plus silencieux, mais ce n'était pas suffisant. Marcel et moi avons passé des semaines à concevoir un berceau de moteur flottant. Nous avons utilisé des amortisseurs industriels remplis d'un gel visqueux pour suspendre le moteur dans un châssis en matériaux composites. Le bruit ne voyageait plus par conduction à travers le métal de la coque. Il était absorbé par ce bain de gel et de caoutchouc. L'orgue de la guerre froide ne devait pas rugir. Il devait murmurer. La chaleur fut le second défi et le plus grand. Le cœur du projet Phénix résidait dans l'élimination de la signature thermique. L'échappement classique était hors de question. Il fallait un échangeur de chaleur géothermique. Nous avons conçu un réseau complexe de tuyaux en acier mince et non réfléchissant qui couraient sous la coque. Ces tuyaux étaient remplis d'un liquide de refroidissement à haute densité que nous avions mis au point. Lorsque le canon était en position de tir, stationnaire, le liquide chaud était pompé hors du moteur et circulait rapidement dans ce réseau. Simultanément, un système hydraulique activait une petite pelle rétractable qui enfouissait une partie de ce réseau de tuyaux sous le sol. La terre devenait un dissipateur thermique massif et silencieux. La chaleur n'était pas rejetée dans l'air, où elle serait visible pour l'infrarouge. Elle était rejetée dans la terre. C'était mon mélange des disciplines. La géophysique, mon ancien domaine, au service de l'artillerie.
Le colonel Lefebvre aurait ri encore plus de cette hérésie d'ingénieur. Mais la logique était implacable. Nous avons ensuite recouvert l'intégralité du châssis, y compris le canon lui-même, d'une fine couche de matériaux isolants et d'une peinture aux pigments spéciaux pour briser la signature radar. La pièce d'artillerie automotrice était devenue un fantôme thermique. Le jour du test est arrivé. C'était un après-midi gris, froid. Nous étions sur un terrain d'essai secret et isolé que Marcel avait réussi à obtenir en faisant chanter le concierge du terrain d'aviation d'Orly. Nous avons fait tourner le moteur à plein régime, la position de tir engagée, le système géothermique enfoui. Marcel se tenait à côté, les mains sur le capot. On est silencieux, commandant. Je peux à peine l'entendre à 10 mètres. J'ai pris un équipement de vision infrarouge que j'avais réussi à emprunter aux Américains. J'ai regardé le Phénix, il était là, en pleine puissance, et il n'y avait rien, aucune trace de chaleur. Le canon et le moteur se fondaient dans la température ambiante. La chaleur s'était dissipée dans la terre. La machine avait disparu du spectre thermique. Elle était devenue invisible. Un sentiment d'exaltation pure m'a envahi. Ce n'était pas seulement la victoire de l'ingénierie. C'était la victoire de l'idée rejetée. La défaite du général de Maistre et de sa gloire du 75. J'avais créé la véritable menace invisible. Mais la question restait. Comment la livrer à une armée qui refusait obstinément d'y croire? Le Phénix était parfait, mais il était encore une fois le fruit d'un mutin. Le colonel Lefebvre ne l'autoriserait jamais. Nous avions besoin d'une preuve qui ne pouvait être ignorée. Nous avions besoin d'une démonstration publique, une démonstration choquante. Le Phénix était parfait, mais un secret dans un hangar n'a jamais gagné une guerre. Je devais affronter le colonel Lefebvre et le comité de modernisation. Je devais forcer leurs mains. J'ai utilisé ma seule monnaie d'échange, la honte. Par l'intermédiaire d'un ancien camarade de promotion, j'ai fait parvenir un message direct au général en chef de l'artillerie, un homme pragmatique qui ne m'avait jamais rejeté, mais qui n'avait jamais osé m'approuver. Mon message était simple, brutal et insultant. J'affirme que je peux placer une pièce d'artillerie automotrice à 800 mètres du poste de commandement de Satory et que le corps d'artillerie, avec tous ses nouveaux systèmes de détection, est incapable de la localiser en moins de 6 heures. Si vous la trouvez en moins de 3 heures, je démantèle mon laboratoire et je m'engage à laver vos bottes pour le reste de ma vie. Si vous ne la trouvez pas, vous financez la production du Phénix. Le défi fut accepté. Le colonel Lefebvre, furieux de mon arrogance, y voyait une opportunité d'écraser mon projet marginal une fois pour toutes et de justifier sa doctrine de la standardisation. Le jour du test, le terrain d'exercice de Satory était transformé en un champ de bataille technologique. L'armée avait déployé l'artillerie traditionnelle, des M7 Priest fournis par les Américains, et surtout, tous ces nouveaux systèmes de détection. Les microphones acoustiques de haute précision pour localiser le bruit des moteurs, le radar de contre-batterie pour détecter le flash de la bouche du canon, et, le plus important, les nouveaux télescopes et caméras thermiques, hier américains. Lefebvre était sur le terrain, le visage arrogant, certain de ma défaite. J'ai conduit le Phénix au cœur du terrain la nuit précédente. Marcel était à mes côtés. Nous avons déployé le système géothermique, enfouissant les tuyaux sous une fine couche de terre, transformant la surface en notre dissipateur thermique silencieux. J'ai camouflé le véhicule sous un filet tissé avec des fibres non métalliques. La beauté de ma machine, c'est que son moteur diesel, fonctionnant silencieusement, ne produisait aucune signature acoustique notable au-delà de 100 mètres. Les microphones militaires étaient inutiles, ils écoutaient le vent. Le vrai défi était l'infrarouge. À l'aube, le jeu a commencé. Le colonel Lefebvre a lancé les équipes de recherche. Des véhicules rapides, équipés de caméras IR, ont balayé la zone. Sur leurs écrans, les M7 Priests officiels, pourtant camouflés, brillaient comme des torches blanches, la chaleur de leurs moteurs à essence et de leurs échappements étant immédiatement visible. Mais le Phénix était invisible. L'équipe infrarouge a passé mon emplacement à 3 reprises, le véhicule ne renvoyant qu'une signature noire, se fondant parfaitement dans la température ambiante du sol. La chaleur du moteur était littéralement pompée dans la terre. J'ai entendu le bruit des chenilles de leur véhicule, mais ils ne nous ont pas vus. Lefebvre, à la radio, devenait de plus en plus exaspéré. « Concentrez-vous! Ce Français est là! Il doit être là! Cherchez la chaleur! »
Il ne pouvait pas concevoir que la chaleur ne soit pas rejetée dans l'air. Il était prisonnier de la doctrine conventionnelle. 2 heures passèrent. 3 heures. L'échéance de Lefebvre était atteinte. L'armée était humiliée par une absence. Il cherchait un fantôme qui ne faisait ni bruit ni chaleur. C'était la victoire de la géophysique sur l'aéronautique. J'ai allumé la radio. J'ai envoyé un message crypté au poste de commandement. Position trouvée. Demande la permission de tirer. L'ordre est revenu, incrédule. Tirer un seul obus sur la cible A. Immédiatement. J'ai ajusté mon tir. Pas de correction de dernière minute, car le canon, monté sur le châssis rigide, était d'une précision diabolique. Boum! Le tir fut sec, violent. Le flash de la bouche du canon a été immédiatement repéré par le radar de contre-batterie. L'effet fut instantané. Une équipe d'assaut s'est précipitée vers la position enregistrée par le radar. Ils sont arrivés, les armes à la main, prêts à capturer le fraudeur. Mais ils n'ont trouvé que le sol chaud laissé par le flash et les quelques mètres de tuyaux de refroidissement qui s'enfonçaient dans la terre. J'avais tiré et décampé. En moins de 90 secondes, le Phénix était 500 mètres plus loin, à l'arrêt, son système géothermique à nouveau déployé. L'équipe de recherche a trouvé un trou dans la terre, la signature du canon, mais l'engin avait disparu. Le colonel Lefebvre, arrivé sur les lieux, a vu le trou, l'absence de la pièce d'artillerie et les graphiques hier qui ne montraient rien. La rage et l'humiliation l'ont submergé. Je suis revenu à mon laboratoire de Saint-Denis après la tombée de la nuit. Le colonel Lefebvre est arrivé 1 heure après, sans escorte. Il n'a pas hurlé. Il était vaincu, brisé par la réalité. Il a regardé le Phénix dans mon hangar. Comment, Daubigny? Le chaleur. Où est la chaleur? J'ai pointé mon doigt vers le sol. Dans la terre, mon colonel. L'ennemi regarde le ciel. J'ai regardé la physique. Lefebvre a soupiré. Vous êtes un génie et un danger. Ce n'est pas un canon, c'est un fantôme. Il n'a pas prononcé le mot « rejeté », il a prononcé le mot « production ». Le Phénix allait devenir la nouvelle doctrine française. Le colonel Lefebvre, une fois converti, est devenu mon plus fervent avocat. Il a utilisé son autorité pour démanteler la bureaucratie qui avait rejeté le projet, déclarant que le projet Phénix n'était plus une question de doctrine, mais de survie nationale. La phase de production commença, et ce fut une nouvelle bataille, plus complexe et moins romanesque que la soudure clandestine. Je suis passé du poste de mutin à celui de directeur de programme. J'ai dû affronter non plus des généraux arrogants, mais des ingénieurs industriels qui voulaient simplifier mon système. « Commandant », m'a dit le PDG de Schneider, un homme habitué à l'acier facile, « nous ne pouvons pas massifier ce système de dissipation géothermique. Il est trop complexe. Supprimons la pelle rétractable et ventilons la chaleur vers le haut. » C'était l'écho du général de Maistre, murmuré par l'industrie. Simplifiez-le, rendez-le visible. J'ai refusé. J'ai utilisé l'autorité de Lefebvre et la preuve hier. J'ai insisté pour que la disparition thermique et la furtivité acoustique soient des spécifications militaires non négociables. Si le Phénix n'est pas invisible, il est un M7 Priest français, disais-je. Et nous n'avons pas besoin d'un M7 Priest français. Mon entêtement a payé. Marcel, mon sergent mécanicien, est devenu mon chef de production, assurant que la qualité de la soudure et l'intégrité de la suspension acoustique soient maintenues. Nous avons imposé aux usines la logique du laboratoire, la précision du silence. Le changement le plus choquant ne fut pas dans le matériel, mais dans la tête des hommes. La nouvelle doctrine que j'ai contribué à écrire s'appelait « Dispersion et cible froide ». Dispersion and Cold Target. Elle exigeait que les artilleurs ne soient plus des servants de batterie, mais des techniciens et des chasseurs. Les équipes du Phénix devaient être formées à l'utilisation des capteurs sismiques pour choisir leur position, à la géophysique pour optimiser la dissipation thermique et à la survie en autonomie. L'artilleur français, autrefois statique et collectif, est devenu mobile, dispersé et autonome. Ils ont appris à tirer un maximum de 2 coups, à déployer et rétracter le système géothermique en moins de 5 minutes et à changer de position avant que le flash du canon n'atteigne le radar de contre-batterie ennemi. Le Phénix n'était pas seulement un canon, c'était un système d'artillerie d'infiltration. La consécration est arrivée au plus fort de la guerre froide, lors d'un exercice majeur de l'OTAN sur la frontière allemande. La menace était clairement l'Union soviétique,
dont l'armée rouge utilisait des optiques thermiques et des systèmes de localisation acoustique pour traquer les forces de l'Alliance. Les forces françaises ont déployé la première batterie de canons automoteurs Phénix modèle 52 CAP M52. La mission était simple, mais chargée de tension. Frapper une cible à 30 km et échapper à la détection des systèmes américains et allemands. La nuit du tir, la tension était palpable. Les M7 Priest américains et les autres pièces de l'OTAN, malgré leurs efforts de camouflage, brillaient sur les écrans infrarouges de surveillance. Puis vint le Phénix. Il tira. Un obus précis frappa la cible lointaine. Le radar de contre-batterie de l'OTAN enregistra le flash, donna les coordonnées. Et les équipes de recherche se précipitèrent. Pendant 2 heures, l'aviation et les véhicules de reconnaissance américains, équipés des meilleurs capteurs thermiques du monde, balayèrent la zone de tir. Ils ne trouvèrent rien. Le Phénix avait disparu. Il était devenu une zone froide, un trou noir sur les écrans hier, son moteur diesel silencieux ne dépassant pas le bruit des insectes. L'effet fut choquant. Le général en chef de l'OTAN demanda une explication. Mon Phénix avait prouvé que les systèmes de défense de l'Alliance étaient obsolètes. Devant l'état-major de l'OTAN, je n'ai pas été fêté pour une victoire française, mais pour avoir sauvé la doctrine de l'Alliance. Mon idée folle fut immédiatement adoptée. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la RFA, tous ont commencé à financer la recherche sur la furtivité thermique et acoustique. Mon projet Chimère, l'idée rejetée, est devenu la pierre angulaire de l'artillerie de la guerre froide. La véritable gloire du 75, je le savais, n'était pas dans la tradition. Elle était dans le silence de l'acier que j'avais appris à refroidir. L'impact du Phénix ne s'est pas limité à la frontière française. Il a engendré une révolution industrielle au sein de l'OTAN. L'Alliance, confrontée à l'idée terrifiante d'une force d'artillerie française qu'elle ne pouvait localiser, a immédiatement lancé ses propres programmes basés sur mes principes. Mon concept de dissipation thermique géothermique et de suspension acoustique est devenu la norme. Les nouveaux obusiers automoteurs américains et allemands ont intégré des systèmes de furtivité froide inspirés de mes croquis griffonnés à la hâte en 1940. Mon projet Chimère est devenu la base d'une industrie de plusieurs milliards de dollars. J'avais gagné la guerre contre la doctrine. Ma position au sein de l'armée française est devenue intenable. J'étais l'homme qu'il fallait célébrer, mais qu'il était impossible de commander. J'ai été proposé pour tous les honneurs. La promotion au grade de général de brigade, la Légion d'honneur, une direction à vie. J'ai refusé. J'ai refusé tous les honneurs militaires. Ma seule récompense, je l'ai trouvée dans le silence de mon atelier. Mon acte de mutinerie avait été payé par la reconnaissance scientifique, pas par la hiérarchie. J'ai démissionné de ma commission d'officier, reprenant mon statut de civil. J'ai fait une dernière visite au ministère de la Guerre à Paris. Les portraits des vieux généraux n'avaient pas changé. Ils étaient toujours là, figés dans leurs médailles, symbole d'une erreur qui avait coûté la France. Le colonel Lefebvre, désormais général, m'a accompagné. Il était devenu mon ami, mon fier défenseur. « Ils ont une mémoire courte, commandant », m'a-t-il dit. « Ils oublient qu'ils vous ont rejeté. Ils appellent maintenant votre système la logique du champ de bataille moderne. » « Peu importe comment ils l'appellent, mon général, » ai-je répondu. « Ce qui compte, c'est que l'artillerie française est désormais en sécurité. Je suis retourné à ma passion première, le travail manuel. J'ai laissé Marcel, mon chef d'atelier, prendre la direction de l'ingénierie du Phénix pour l'armée. Quant à moi, je me suis retiré dans une petite maison près de la Loire, avec un atelier de mécanique privé. Je n'ai plus conçu d'armes. Je suis revenu à l'étude des moteurs marins, de la résistance des matériaux composites. Le monde avait son artillerie invisible. Mon travail était terminé. Cependant, ma plus grande victoire n'était pas technique, elle était éthique. J'avais prouvé que dans la guerre moderne, l'ingéniosité, l'esprit critique et l'écoute de la physique étaient des armes plus puissantes que l'obéissance aveugle. J'avais prouvé que l'homme que la doctrine rejette est souvent celui qui détient la solution. Mon projet Chimère, la folie du mécanicien, est devenu le fondement d'une nouvelle ère militaire où l'invisibilité est la suprême vertu. L'artillerie, cette vieille reine de la bataille, avait retrouvé sa couronne, non pas par la force brute, mais par le silence et la vitesse que j'avais créés. L'armée française avait finalement appris la leçon. Il faut parfois écouter les fous pour survivre.
et c'est en écoutant les murmures de la physique que j'ai sauvé les canons français du silence éternel.